David Martinan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de France en Afghanistan, l'Afghanistan où les talibans ont annoncé hier, jour de rentrée, la fermeture des collèges et des lycées pour les filles. C'est pas ce qu'ils avaient promis. C'est un signe de plus que le régime taliban version 2 ou version soft, comme il l'avait laissé entrevoir en prenant le pouvoir, n'était qu'un leurre. Bon, de toute façon, avec les talibans, il faut s'en tenir aux faits, il faut écouter les engagements, mais il faut surtout regarder ce qu'ils en font. En l'occurrence, c'est une décision qui est autant moralement condamnable que économiquement absurde. Au moment où les talibans font face à une situation humanitaire qui est extrêmement dégradée, ils envoient au monde le signal que la priorité pour eux, c'est quand même de maintenir l'oppression des femmes, ou de l'aggraver. C'était prévisible, c'était le mouvement naturel, j'allais dire, ou alors il y a aussi peut-être des tensions, des dissensions au sein même des talibans? Qu'il y ait des dissensions, c'est ce que l'on peut analyser, en effet, et il faut creuser, même si on a quelques idées, mais le plus important, c'est quand même l'effet sur les filles et les femmes. Et c'est ça qui nous importe, et en effet, de ce point de vue-là, ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très compliqué. Continuer ce que nous avons fait, c'est-à-dire être extrêmement exigeant sur les conditions d'une reprise de l'aide. La France et la communauté internationale ont été très généreuses en matière d'aide humanitaire, c'est-à-dire non conditionnée, mais en matière d'aide au développement, nous nous en tenons aux conditions posées par le Conseil de sécurité à la fin août, parmi lesquelles le respect des droits de l'homme et donc, en l'occurrence, des droits des femmes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous savez en tant qu'ambassadeur, même si vous n'êtes plus sur place, de la vie quotidienne des Afghans et des Afghanes, de la façon dont le pouvoir taliban dirige le pays? Les talibans ont cette capacité à tenir le pays, à être obéis partout, avec, semble-t-il, des nuances dans la manière dont les règles sont appliquées d'une région à l'autre. Le pouvoir à Kaboul nous dit qu'il essaie de mettre de l'ordre dans tout ça. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions. La vie est extrêmement difficile en ce moment, puisque, évidemment, avec le retrait des troupes étrangères et de la communauté internationale, il y a eu une baisse de l'aide, même une disparition de l'aide au développement, qui constituait quand même 50% du budget de l'État afghan. Et donc, évidemment, en termes d'impact dans l'économie de tous les jours, c'est extrêmement substantiel. Alors justement, vous publiez les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, votre récit de la chute de la capitale afghane l'été dernier, et surtout de la façon dont votre équipe de l'ambassade et vous, les diplomates, les policiers, les militaires, vous avez évacué vers la France 1005 enfants, 851 femmes, 949 hommes, des Français, des Afghans qui avaient travaillé avec la France, pour la France, et puis des Afghans dont le sort ne faisait pas beaucoup de doute s'ils restaient sur place sous la coupe des talibans. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Pour 3 raisons. D'abord, je voulais faire la transparence complète sur ce que nous avions fait avant, pendant et un petit peu depuis. Et puis, comme vous l'avez dit, je voulais rendre hommage à cette équipe parce que ça a été une aventure collective, l'aventure d'une équipe très très soudée. Et autant certains sont des gens qui ont vocation à être dans l'espace public, connus, les diplomates, autant les autres, comme vous l'avez dit, sont des agents de l'État qui devront rester anonymes, qu'il s'agisse des policiers, en particulier des opérateurs du RAID, des soldats du commandement des opérations spéciales ou des agents de la DGSE. J'ajoute qu'il y a une 3e raison qui est très importante pour moi, même si c'est vrai que pendant tous ces mois à Kaboul, je n'avais pas totalement l'arrière-plan parisien, mais je dois dire que depuis le début, puisque nous on a commencé à se préparer à peu près 15 mois avant la chute de Kaboul, pour planifier les opérations d'évacuation, les opérations de nos employés afghans, etc. Je dois dire que les choses ont été claires tout de suite avec Paris, avec mes autorités et avec toutes les administrations, et le travail a été fait remarquablement. Et donc je voulais aussi saluer le travail de tous les fonctionnaires de l'État, des administrations du ministère de l'Intérieur, de la Défense, du Quai d'Orsay, des administrations sociales qui ont travaillé pendant de longs mois pour accueillir nos collègues afghans qu'ils ont traités comme les leurs. Est-ce que vous avez aussi voulu répondre à ceux qui ont cru que vous aviez
déserté la ville finalement, quand vous avez publié une vidéo du moment où vous évacuez l'ambassade, Ouais. mais pour trouver refuge à l'aéroport, qui est devenu un peu la seule place sécurisée, encore la notion est assez relative. Expliquez-nous pourquoi vous faites cette vidéo à ce moment-là, et puis il y a un malentendu en fait qui monte autour de ces images. Oui, malentendu ou malveillance. J'ai fait ce tweet parce que j'ai décollé, comme vous l'avez peut-être lu dans le livre, à 18h46 de la zone verte, donc la zone sécurité, à côté de l'ambassade, la base de l'OTAN. Et les talibans sont entrés vers 18h50, à peu près au même endroit. Et en réalité, à ce moment-là, je n'avais plus de communication. Et mes autorités à Paris ne savaient pas où j'étais, les autorités militaires américaines ne savaient pas où j'étais. Et donc j'ai fait ça parce que d'abord la vidéo a une force de preuve, et ensuite parce qu'il fallait que je prévienne instantanément les Américains, mes autorités à Paris, ma femme, Et votre famille de aussi, l'endroit ouais, c'est ça. où j'étais. Le cœur de votre récit, ce sont donc ces 2 semaines qui vont de l'entrée des talibans dans la ville, dans Kaboul, 15 août, jusqu'à votre envol vers les Émirats Arabes Unis, puis vers Villa Coublay, la base militaire en région parisienne. On pourrait parler de thriller quand on lit ces pages. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comme un moment paroxystique où, au fond, toute la préparation que nous avions menée presque au quotidien depuis des mois et des années s'est révélée indispensable. En réalité, c'était une mission à laquelle personne ne s'attendait. On ne s'attendait pas à devoir pratiquer les évacuations comme on l'a fait pendant ces 15 jours. Mais tout ce qu'on avait fait avant, notamment le fait qu'on avait déjà mis en sécurité ceux envers lesquels nous avions une responsabilité contractuelle, nous a donné de l'agilité pour justement s'occuper de gens qui étaient à ce moment-là en grand danger. Alors il y a dans votre récit des moments de tension, de peur peut-être, des moments de doute, des moments de fatigue, et puis il y a aussi ces petits moments dérisoires qui font sourire. C'est par exemple le mot de passe du Wi-Fi que vous confie un soldat américain en arrivant à l'aéroport, Trump 2020. Ou ces échanges de cadeaux un peu de pacotille entre l'un de vos équipiers resté à l'ambassade où se sont réfugiés des centaines de personnes et puis un des talibans qui tient le checkpoint le plus proche. Oui, j'ai voulu faire un témoignage, donc c'est pas un livre, c'est pas seulement un livre de géopolitique. J'explique le contexte. Il y a cette dimension-là aussi, bien sûr. Mais c'est surtout, c'était notre vie, notre aventure en réalité. Après votre départ, d'autres Afghans ont encore pu être évacués. Est-ce que tous ceux à qui la France avait décidé d'accorder sa protection ont pu arriver sur notre sol? Tous ceux à qui, oui, à quelques exceptions près, qu'on est encore en train d'essayer d'évacuer, puisque comme vous l'avez dit, depuis septembre jusqu'à fin novembre, nous avons fait 10 vols qui nous ont permis de ramener encore 700 personnes. Depuis fin novembre, les talibans ont interrompu les vols, et donc nous essayons toujours de trouver des solutions logistiques pour faire venir ces personnes. Donc il en reste quelques-unes, on ne rentrera évidemment pas dans les détails, mais il y a encore un travail encore là-dessus. D'accord. Et tous ceux qui sont arrivés sur notre sol ont obtenu un statut de réfugiés, sont encore présents en France? Alors, elles sont en France, elles font l'objet d'un examen de situation par l'OFPRA, et donc c'est une procédure qui est désormais la procédure normale, la procédure d'attribution du droit d'asile par l'Office de protection des réfugiés. Avant d'être nommé à Kaboul, vous avez été consul général de France à Los Angeles, vous avez été ambassadeur pour le numérique. Alors sans vous faire offense, on imagine que c'était des postes plus tranquilles. Qu'est-ce qui vous a pris de demander ce poste alors qu'on savait déjà au moment où vous prenez vos fonctions que les Américains allaient quitter l'Afghanistan et donc qu'un jour ou l'autre les talibans allaient prendre le contrôle du pays? J'ai toujours été passionné par l'Afghanistan depuis l'adolescence. J'y ai fait un certain nombre de missions avant, j'y étais allé pour le travail lorsque j'étais conseiller diplomatique du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et qu'il fallait trouver une solution à ce camp de réfugiés dans le Calaisis, dont la première nationalité était justement les Afghans. Et c'était une période où il y avait de l'espoir en Afghanistan, il y avait des perspectives démocratiques. Et donc j'étais allé à Kaboul dès 2002 pour négocier un accord de réadmission, donc de régulation des flux. Et j'ai voulu, en effet, y retourner avec les contraintes que cela imposait. Mais c'est un pays qui est assez fascinant. Et pour lequel vous avez encore de l'espoir? Il va falloir du temps. Il va falloir que les Afghans et les Afghanes soient patients, combatifs.
Mais je pense que oui, bien sûr qu'il y a d'espoir. Un dernier mot, l'actualité internationale, évidemment, depuis un mois, est écrasée par l'Ukraine. Il y a 3 semaines, l'ambassade de France dans le pays a été déménagée de Kiev à Lviv pour s'éloigner de la zone de guerre. Évidemment, le contexte est totalement différent, mais on imagine que cet épisode a résonné en vous. Bien sûr, on était en pensée avec eux, et on était en pensée avec leur famille aussi, parce que ce que j'ai appris à Kaboul, c'est que un des défis, c'est de savoir atténuer l'angoisse des familles en France. Et donc, effectivement, l'équipe d'Étienne de Poncin a remarquablement travaillé. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et bien sûr, oui, on est en solidarité et en pensée avec eux. Merci beaucoup, David. Merci de votre invitation.